Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue de passer en revue les actions de l'ETF IEV, qui est un ETF qui suit l'indice Eurostoxx 600. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on continue avec la tranche 95 milliards de dollars, alors milliards d'euros, 130 milliards d'euros de valorisation pour avoir 10 entreprises, donc ça c'est le top 30 de cette ETF. On y va tout de suite. On va enlever le prix ici, ça ne nous intéresse pas, et on passe en revue les différentes métriques ici. Alors, on a trié les entreprises par capitalisation boursière, en milliards de dollars US. On a deux indicateurs de cherté, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning. Deux indicateurs de rentabilité, on va regarder plutôt le ROIC pour les entreprises non financières, et plutôt le ROE, donc rendement des fonds propres pour les entreprises financières. Un indicateur d'endettement, de solidité du bilan via la dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le payout ratio quand c'est disponible, et le free cash flow par rapport au bénéfice net pour savoir si le payout ratio reflète la réalité, et enfin la croissance de l'entreprise. On commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste, c'est une assurance, Allianz, donc le numéro 1, alors ça doit être le numéro 1, le numéro 2 si on compare à ça, le numéro 1 européen je pense, de l'assurance. Côté en Allemagne, on est sur une market cap de 137 milliards de dollars US, valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,2 et un price earning de 13,6, c'est pas très élevé en absolu mais c'est normal, les sociétés financières sont pas très bien valorisées en Europe à cause des risques spécifiques au dossier. On est sur des bonnes rentabilités, surtout la rentabilité des fonds propres, c'est ça qui nous intéresse, le rendement des fonds propres est à 16,5, donc ça c'est pas mal. On n'a pas de dette au bilan, est-ce que ça peut s'interpréter comme ça, je ne sais pas, puisque les assurances ça s'analyse pas comme une société traditionnelle, donc il faut aller regarder le bilan en détail, moi je ne sais pas le faire pour les assurances, c'est pour ça que j'en suis à l'écart d'ailleurs. On a un rendement du dividende à 4,13%, ce qui est intéressant, on n'a pas le payout ratio, il faut aller voir spécifiquement dans les dernières publications pour savoir à combien il se trouve. Et on a une décroissance sur 5 ans. Est-ce que ça veut dire quelque chose, une décroissance dans les assurances? Ça veut dire probablement qu'on arrive de moins en moins à récupérer des primes d'assurance et de contrats. Donc méfiance sur ce dossier qui est très mature, sur un secteur un peu risqué. Le rendement du dividende est intéressant, mais il faut vérifier si le payout ratio est véridique. Bon, Allianz, moi je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Numéro 2, Total Energy. Notre incontournable d'un portefeuille rentier, mais même value. On est sur un market cap de 135 milliards de dollars US, valeur d'entreprise sur EBITDA de 4,1 ou un PER de 9, donc là c'est vraiment pas cher payé, sur un secteur qui a quand même un peu de croissance, pas tant que ça, on est quand même mature, c'est surtout la croissance externe qu'on fait, mais on a surtout une excellente génération de free cash flow chez Total Energy, un rendement des capitaux investis qui est convenable à 8,5, rendement des fonds propres à 13,4, mais c'est secondaire pour ce type d'entreprise. Un peu de dette au bilan, mais rien de significatif, c'est normal, et on est sur une société mature, donc on ne veut pas trop s'embêter. Normalement du dividende, tout à fait intéressant, à 6%, qui est versé trimestriellement. En plus, il y a des rachats d'actions d'ailleurs chez Total Energy pour augmenter le rendement de l'actionnaire. Donc on a un payout ratio de 50%, ce qui est bien confirmé par les free cash flow. Donc Total Energy, moi je pense que c'est un dossier intéressant à avoir en portefeuille quand on soit investisseur value ou un investisseur dans les dividendes. Ensuite, Schneider Electric, le leader français de l'électrification qui travaille sur les data centers, donc ça, en ce moment ça marche fort, 130 milliards de dollars US de market cap, une entreprise sur l'état de 17,5 et un PER de 30 quasiment, donc c'est chèrement valorisé, c'est normal, on a un peu de croissance en face, 7% de croissance annualisée sur 5 ans, avec une rentabilité tout à fait bonne, bonne, on va dire à 10,5 en termes de rendement des capitaux investis, un peu de dette, mais on va pouvoir se désendetter facilement, sauf si on fait des acquisitions, vu que la rentabilité est supérieure à la croissance. On a un rendement du dividende qui est un peu faiblard, en dessous de 2%, qui est bien couvert ce dividende par les free cash flow. Donc on a la place pour augmenter le dividende, puisque les free cash flow vont croître. C'est plutôt un dossier de croissance Schneider Electric, mais c'est un peu cher payé à l'heure actuelle. Moi je pense qu'il vaut mieux attendre un repli sur l'entreprise, alors à minima avoir un retour sur peut-être un PER de 25, ça serait plus raisonnable. On est ensuite sur AB InBev, un des leaders mondiaux de la brasserie, de la bière, donc 122 milliards de market cap, valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,7, un PER de 21,7,
Il n'y a pas trop de croissance, hein, c'est assez mature ce secteur. On fait un peu de croissance par acquisition, il me semble, chez AB InBev. Vraiment les capitaux investis qui est bonne, 10% quasiment. Par contre, il y a beaucoup de dettes, hein, 3,3 fois, c'est un peu lourd. Hein, c'est un peu lourd. Après, les producteurs de boissons alcoolisées, ils ont souvent, alors c'est surtout le cas pour les spiritueux, ils ont souvent besoin de beaucoup de stock, et donc il y a un BFR à financer, c'est ça qui fait monter la dette. Vraiment du dividende 1,7%, c'est un peu faiblard. Sachant qu'en plus les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc on a en réalité sur un payout ratio de 25, donc je pense qu'ils sont un peu peints hein, sur le dividende. Peut-être qu'ils priorisent le remboursement de la dette, c'est pour ça que ce dividende n'est pas plus élevé que cela. AB InBev à mon avis, c'est trop cher, la qualité est pas assez bonne pour le prix que le marché nous propose. Ensuite, compagnie financière Richemont, en fait c'est un leader de luxe, hein, c'est pas une compagnie financière, c'est un concurrent, on va dire, de LVMH, une market cap de 120 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 18 et un PER de 32. Il y a quand même une croissance modérément élevée, à 8% sur un rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal. Bonne rentabilité opérationnelle à 10%, un niveau un rendement du dividende qui est faible, hein. Il n'y a pas de dette, donc on est cash net chez Richemont, ça c'est bien. Free cash flow équivalent au bénéfice net, donc ce dividende est versé à crédit, ça c'est pas du tout bon, il faudrait que ce dividende soit coupé. Richemont, à mon avis, c'est un peu cher, LVMH est moins cher, hein, donc est plus intéressante. Le dividende n'est pas payé à crédit, bon, il y a peu de dette, mais rien de significatif. Les métriques sont comparables, sauf la valorisation qui est plus basse. Safran, le motoriste français, on est sur une market cap de 112 milliards de dollars US, valeur d'entreprise sur EBITDA de 19,3, c'est très élevé, excellente rentabilité opérationnelle à 26,4. On a fait une perte hein, sur 2024, mais c'est peut-être une perte comptable à mon avis, puisque les free cash flow sont positifs. Donc c'est une perte comptable, il faut aller voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a fait une dépréciation? On a un cash net, un rendement du dividende à 1,14%. Du coup, il n'y a pas de payout ratio qui est calculé à cause du chiffre négatif ici, mais je pense qu'on a largement le moyen de payer ce dividende avec les free cash flow. Safran, c'est trop cher. Je pense qu'il vaut mieux en rester à l'écart. C'est une bonne valeur de croissance, et de défense d'ailleurs. Donc actuellement, c'est pour ça que ça monte fort. Mais je pense qu'il vaut mieux en rester à l'écart, c'est trop cher payé. Air Liquide, on est sur le leader français des gaz industriels. On est sur 108 milliards de market cap, 14,8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 32 en termes de price earning. Donc là, on est quand même chèrement valorisé. Rentabilité tout à fait correcte à 10,4% du rendement des capitaux investis. Un peu de dette, mais rien de significatif, à 1,2 fois la dette nette sur EBITDA. Rendement du dividende qui est un peu faible, à 1,7%. Un payout ratio qui sort à 54%, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc on est plus proche à mon avis de 60-65%. Donc le dividende n'est pas menacé, hein, il suffit que les free cash flow reviennent au niveau des bénéfices nets pour retomber à 50%. Il y a un peu de croissance chez Air Liquide, mais c'est pas si foudroyant que ça. On est à 4,3% rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas exceptionnel. Air Liquide, je pense que c'est beaucoup trop cher pour la qualité du dossier. Après, les investisseurs particuliers français, ils aiment bien parce qu'il y a des actions gratuites. En PEA c'est sympa, mais je pense que ça vaut pas le coup à ce cours-là. Rio Tinto, on est sur un leader britannique des minerais. Ils sont un ensemble, c'est une entreprise minière. On est sur 105 milliards de dollars US de market cap, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,5 et un PER de 9, donc pas cher payé, donc on est sur un secteur typiquement value ici. Vraiment le capital investi à 14%, c'est tout à fait correct hein, comme rentabilité opérationnelle. Il y a quasiment pas de dette, à 0,3 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende intéressant à 8,3%. On a un payout ratio qui est à 60%, mais en réalité il est beaucoup plus élevé que ça. On est même peut-être en train de verser un dividende à crédit, hein, parce qu'on est à la moitié des free cash flow en termes de bénéfices nets. Donc là on est à plus de 100%. Attention, hein, on a peut-être puisé dans la trésorerie pour verser le dividende ou verser à crédit, mais donc méfiance. Et ce niveau-là n'est pas soutenable, il faudrait peut-être le diviser par 2. Il y a un peu de croissance un rythme annualisé sur 5 ans, mais je pense que c'est surtout la croissance externe, hein. La croissance organique n'est pas si forte que ça sur le secteur. Donc Rio Tinto, à part le dividende, je pense que c'est pas si mal que ça. Après c'est très cyclique, hein, ça dépend des cours des matières premières, donc ça regardez en tête hein, quand vous analysez ce dossier. Ensuite Prosus, donc là c'est plutôt, alors ça va être dur de le mettre dans cette sélection parce qu'en fait c'est une société de portefeuille. On a beaucoup de participations, c'est une holding, notamment on a des participations dans Tencent. Donc c'est pas comme ça qu'on l'évalue. Ce qu'on peut vérifier, c'est pas ces multiples-là qu'on va regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est les actifs tangibles en fait, et la décote par rapport aux actifs tangibles, puisque les holdings ont souvent des décotes. Donc regardez de l'autre côté.
Rendement des fonds propres, ça on peut regarder pour une holding à 18%, ça c'est quand même pas mal, hein. C'est une bonne rentabilité des fonds propres. Il y a un dividende qui est très faible. Alors pourquoi ils ne versent pas de dividende? Peut-être parce qu'il n'y a pas de free cash flow. Donc à vérifier, peut-être qu'ils font des rachats d'actions aussi, peut-être que c'est pas dans la politique du groupe de faire des dividendes. La croissance du chiffre d'affaires, ça n'a pas trop de sens pour une holding. Donc Prosus, tout ce que je peux en dire, c'est que il y a une bonne rentabilité des fonds propres. Maintenant, il faut aller regarder du point de vue bilan, les participations, les valorisations des participations et comment est-ce qu'il y a une décote par rapport aux actifs tangibles. Et là, ça vous donnera une idée de la cherté. On termine cette analyse avec UBS Group, donc le banquier suisse qui a donc en 2023 fusionné avec Crédit Suisse qui a fait faillite. On est sur une market cap de 103 milliards de dollars US. Ici, on va regarder le PER plutôt. On est sur 21,5. Donc les banques suisses sont chèrement valorisées, hein. C'est quand même le double même le triple, hein, par rapport à BNP ou par rapport à Crédit Agricole. Donc ça, c'est chèrement valorisé quand même. Pourtant, le rendement des fonds propres est faible, hein, 6%. Donc là, faible rentabilité. Il y a un rendement du dividende à 3,1%. On n'a pas le payout ratio, donc ça c'est dommage. Il faut regarder spécifiquement. Mais j'imagine que le payout ratio est assez élevé. C'est ce qui est le cas pour les banques. Elles reversent souvent la majorité de leurs bénéfices en dividendes. Et on a un peu de croissance, mais cette croissance, en fait, c'est l'acquisition, la fusion de Crédit Suisse, qui n'est pas un dossier de qualitatif. Donc UBS, à mon avis, il vaut mieux éviter également. Alors, dans cette sélection, qu'est-ce qu'on va garder maintenant, vu qu'on a passé tout en revue? Bien, Total Energy, comme d'habitude, à chaque fois que je la trouve dans un screener, je la trouve toujours intéressante. Ça c'est bien, que vous soyez un investisseur value ou dans les dividendes. Et je pense que peut-être Rio Tinto, mais ne comptez pas sur le niveau du dividende, sur un dividende à ce niveau-là. Regardez à combien ça pourrait s'établir, hein. Je pense que ça pourrait être 4% de rendement du dividende. Donc voilà, dans cette sélection, pour un investisseur value, Total Energy, Rio Tinto, si vous êtes dans la croissance, les dossiers que vous avez là, ils sont quand même un peu chers, hein. Que ce soit entre Safran et Air Liquide et Schneider Electric, moi je trouve que ça c'est trop cher. Si vous êtes un investisseur dans la croissance, plutôt à prix raisonnable. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.